Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute d'architecture et de construction logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal, je suis accompagné de Guy Barrette. Salut Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. T'es de retour de Los Angeles. Oui, je suis revenu au pôle Nord parce que depuis mon retour, il fait froid à Montréal, là, si on compare avec la température. Il fait pas froid, il fait frette. Ouais, ben, on n'a pas un beau mois de mai, hein. La température. Donc, t'étais à Los Angeles pour... Je suis allé comme speaker à TechEd US. La grosse conférence TechEd, hein, les années passées, là, 14 000 personnes. Cette année, d'ailleurs, c'était le choc pour moi. C'était pas du tout la même ambiance qu'il y avait par les années passées. Il y avait beaucoup moins de monde. 6-7 000. J'ai même entendu un petit peu moins que ça. Ah ouais, puis on sentait sur le site la morosité. Les Américains vivent la récession de plein fouet. Là. J'ai vraiment vu, nous, je peux dire, on est un peu privilégiés à Montréal, on sent beaucoup moins les effets de la récession. Mais pour les Américains, écoute, quand tu te promènes sur le plancher, puis tu vois des gens qui ont des petits boutons marqués « Je cherche une job », tu te dis « Oh, c'est vraiment vrai, là, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, ce nous, on connaît pas trop, en tout cas, ça existe à Montréal, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, mais beaucoup moins, je pense, qu'aux États-Unis. La crise est très présente. Tu sens moins de folie, moins de sourire, il y a moins de comptes de dépenses, donc il y a moins de gens qui vont payer la tournée au bar, à l'hôtel le soir. Donc c'est ton tour, si j'ai bien compris, hein? Oui, il faut dire que pour cette fois-ci, j'étais plutôt tranquille parce que j'avais encore beaucoup de travail à finaliser pour ma présentation, parce que j'ai eu un mois de mai à s'occuper, puis comme toujours. Un peu mon mois de mai est un peu fou, rock'n'roll de ce temps-ci, là, mais bon. Ce que tu racontais avant d'entrer en ondes, que... Le mois précédent était un petit peu plus tranquille, et ce mois-ci, tout arrive en même temps. C'est la vie de consultant. Oui. Avec nous aujourd'hui, François Vigent. Bonjour messieurs. Ça va bien, François? Dangereusement bien, comme j'ai l'habitude de dire. Dangereux pour qui? On va le voir d'ici à la fin de la journée. Nous, François, on a la chance de travailler ensemble depuis quelques mois maintenant à la Caisse de dépôt et de placement. Exact. Je dis la chance. En tout cas, pour moi, c'est la chance. J'en profite pour apprendre un peu de ton savoir, surtout sur les produits de collaboration. Parce que pour te situer, moi, je te décrirais, d'entrée de jeu, il y a une caractéristique que tu possèdes que peu d'architectes ont, mais que ceux qui ont cette caractéristique-là, c'est souvent ce qui va faire la différence entre les gens qui vont réussir à très bien livrer. C'est que t'es aussi capable de te promener en infrastructure qu'en applicatif. Ce que je veux dire par là, c'est que tu comprends autant un serveur puis comment on les fait marcher que, par exemple, la plateforme SharePoint ou ce qu'on va parler aujourd'hui, Performance Point. Donc, tu t'en couvres assez large, donc c'est une belle qualité. Puis c'est ce qui m'a frappé la première fois que je t'ai rencontré. Puis c'est pour ça que je dis que j'ai la chance de travailler avec toi, parce que j'apprends à tous les jours un petit peu plus, à être un peu meilleur dans mon travail. Ce que je disais, c'est qu'on va parler aujourd'hui de Performance Point. Exactement. Guy, t'as jamais eu la chance, toi, encore, je pense, d'expérimenter. Écoute, Mario, quand tu m'as parlé de ce sujet-là, j'ai été intrigué parce que dans ma petite tête, il y a quelque chose qui me disait que c'était un produit discontinué. Fait que là, j'ai fouillé sur Internet et effectivement, j'ai trouvé que le produit était discontinué. Ben oui, pourquoi faire une émission là-dessus? Fait que là, je me suis vraiment posé des questions, mais j'ai cru comprendre qu'elle allait être intégrée avec SharePoint, donc de là l'intérêt. Donc. Puis moi, j'ai eu la chance, il y a quelques semaines maintenant, de voir une présentation que François faisait à différentes personnes à la caisse sur justement ce qu'on pourrait appeler maintenant les services Performance Point. Exact. Puis c'était très clair pour moi que ça valait la peine qu'on fasse une émission là-dessus. Donc, on peut peut-être parler de la bio de François? Ben oui, hein. Guy, on dirait que tu connais la formule de l'émission. Je veux juste que tu t'ailles pas trop loin, qu'on s'embarque tout de suite dans le sujet, dans le vif du sujet, quoi. Les auditeurs qui écoutent l'émission savent que un des rôles de Guy, c'est de me ramener dans le droit chemin, parce que je peux toujours des fois bifurquer, faire... Des fois? Des fois.
Ben oui, la formule, c'est toujours, on commence par la biographie. François, t'as encore des cheveux, mais ton allure prouve que déjà t'as quelques années derrière la cravate. D'ailleurs, t'as une cravate aujourd'hui. Presque 15 ans d'expérience en informatique. En TI, effectivement, 14 ans que je calcule. Tu travailles chez CGI. Exactement, à titre d'architecte, dans le même projet que toi à côté. Ouais, donc ton client principal, c'est la Caisse de dépôt de Tasman depuis au moins une bonne année et demie. J'ai fait un aller et un retour à la Caisse de dépôt, fait que je connais quand même assez bien leurs infrastructures. On a fait, j'ai participé à la Caisse entre autres. Il faut d'emblée de jeu de dire que je suis au niveau de CGI, il y a une pratique. Je suis dans la pratique Microsoft. Mm-hmm. Dans la pratique Microsoft, il y a différentes divisions là, en fonction des produits. Je suis étroitement attaché avec les gens de SharePoint. Fait que, à la Caisse de dépôt, j'ai fait effectivement la migration de 2003 à 2007. Donc, j'ai fait un premier mandat là. Ensuite, on est revenu à la Caisse de dépôt, comme on disait, pour faire l'implantation de tout le volet des collaboratifs, des portails collaboratifs, autant ce qu'on appelle les volets temporaires que les volets permanents. Et puis là, on est de retour encore à la Caisse de dépôt pour implanter. Dans le fond, on est sur un projet là de remise en place de l'infrastructure d'un centre de développement. Puis effectivement, je suis beaucoup à ce volet-là. Ça, c'est au niveau de CGI, comme je disais, au niveau de la pratique Microsoft, c'est dans ce que je suis. Mais je suis dédié et j'ai à faire lever la pratique sur deux volets, le volet BI et puis le volet CRM, qu'on abordera moins aujourd'hui à mettre en place. Fait que le volet BI, mais de Microsoft. C'est pour ça que je touche avec la pratique de Performance Point, qui est effectivement, qui est rendu dorénavant un service dans la gamme de produits de SharePoint, tout comme Excel Services, InfoPath Form Services, on se va parler, le SharePoint dans les services. On va essayer tout à l'heure de tout débroussailler ça, parce que ça fait beaucoup de technologie. Donc, ça fait quelques années que c'est chez CGI. Oui. Tu as déjà eu ta propre boîte? Deux fois. Je dois avouer que il y a déjà, quand on a commencé, il y a une quinzaine d'années, ce qui est arrivé, c'est que je me suis retrouvé pour travailler pour une boîte qui était aux États-Unis, qui touchait l'informatique, mais pas directement. C'était une boîte qui vendait un logiciel qui s'appelait Pro Engineer, Parametric Technology Corporation, PTC, qui vendait un logiciel de CAD/CAM, assez haut de gamme, qu'on retrouve là dans différentes, même entre autres le crime, je pense qu'on avait fait des approches avec eux autres. On rappelle qu'on est dans les bureaux du crime, qui nous passent généreusement une salle, on les remercie d'ailleurs. Au niveau du CAD/CAM, c'est un logiciel qui dans le fond, qui était tout intégré. Et après l'avoir vendu pendant un an pour le distributeur, le manufacturier qui était aux États-Unis, et ce qu'on a fait, c'est que deux autres partenaires et moi, on a dit, pourquoi qu'on vendrait le logiciel? C'est sûr que le manufacturier, on disait à nous autres, on regarde ça, le volet manufacturier, il est toujours, on dit que le Québec est peut-être, dans ce temps-là, on se disait, nous autres, qu'il était peut-être un an en retard sur ce qui se passe en Ontario. Puis l'Ontario était peut-être un an ou 2 ans en retard de ce qui se passait aux États-Unis. Et puis, ça avait fait un boom assez extraordinaire aux États-Unis, cette application-là. Fait que plutôt que de la vendre, ça se vendait 15 000, même plus que ça. C'était plusieurs milliers de dollars, le logiciel. Puis l'hardware, dans ce temps-là, c'était des grosses machines. C'était des machines spécialisées juste pour qu'on appelle des workstations. Effectivement, avec digital. Ça voulait sur digital, puis probablement sur les Iris, c'est Silicon Graphics. Silicon Graphics, on avait acheté des Silicon Graphics, des HP, des Solaris, effectivement. Les gros systèmes. Ça, là, quand t'avais un Silicon Graphics, puis t'embarquais là-dessus, là, c'était un peu comme si tu te promenais en Lamborghini. Tu avais l'impression, là, que, wow! Tu sais, c'était pas un tout nu, là. Tu sais, tu avais toute une machine, là. Un peu comme si tu prendrais une moto qui est capable d'aller à 1000 chevaux, là. Et pourtant, aujourd'hui, nos petits laptops dépassent pratiquement les performances de ce temps-là, mais c'était les prérequis. Fait qu'on s'est dit, plutôt que d'avoir, on voyait les entreprises manufacturières, puis on se disait, plutôt que d'avoir à essayer de vendre le logiciel, ils ne passent pas dans les mêmes budgets. Des fois, c'est des budgets d'immobilisation versus des budgets d'opération. On a acquis une quinzaine de licences, et puis à partir de là, on a offert nos services. On avait des CAE, on avait des GE, on avait juste des grosses boîtes. Donc, vous faites que déjà, plusieurs années à l'avance, vous vendez du logiciel comme un service, du software as service, mais dans un modèle plus manuel. Et puis, il faut avouer que c'était aussi le contexte, si on se rappelle dans le contexte aussi dans ce temps-là, les GE de ce monde, il y avait les Black Belt, il y avait
une approche qui se départissait de ce qui n'était pas les services essentiels liés à l'entreprise. Puis là, le CAD/CAM, nous, on rentrait et puis on a quand même grossi une boîte jusqu'à une trentaine de personnes. Là. On avait 35 personnes. Spécialisé dans ce marché vertical-là. Oui. Puis moi, ce qui m'a amené aussi dans là, après avoir fait 7 ans dans cette boîte-là, dans la boîte, on a eu des visions différentes aussi de comment est-ce que ça devait s'enligner, l'organisation. Puis j'ai vendu mes parts à mes partenaires. Parce que déjà, il y avait deux choses qui m'ont marqué à ce moment-là. Dans un premier temps, il y avait une compagnie pour laquelle on travaillait qui s'appelait Honeywell, qui était ici à Montréal, qui faisait des carburateurs d'avion. Et une des choses qui faisait un carburateur dans un avion, c'est pas une pièce comme, je sais pas, la toilette. La toilette fonctionne pas, c'est pas grave. Le carburateur fonctionne pas. L'avion peut tomber. Ouais. C'est comme une pièce maîtresse. C'est ça. Et puis, ce qu'il faut savoir comme un carburateur, c'est une pièce, un casting qui est donné. Et puis, toutes les dimensions sont au 10 millième, etc. Mais c'est que toutes les dimensions sont marquées sur un dessin. Et puis, toutes les dimensions aussi de chaque pièce qui ont un numéro de série sont comptabilisées dans des systèmes. À ce moment-là, c'était dans Oracle. Okay. Et puis, moi, les bases de données m'ont intrigué à ce moment-là. J'ai plongé dans ce volet-là parce qu'il faut savoir notre système de CAD/CAM, il poussait plein de données, les données parce que toi, t'es vraiment l'exemple de la personne qui a appris sur le terrain à maîtriser toutes ces technologies-là, ces savoir-faire-là, parce que t'as pas été comme à l'université faire un diplôme. J'ai un bac, mais j'ai un bac en relations industrielles. Ouais, donc c'est pas vraiment l'IT qui est à l'intérieur là, mais c'est effectivement je pense les passions. Puis comme tu vois là, la passion des bases de données. Puis après ça, je me suis formé et puis j'ai pris des cours entre autres au niveau d'Oracle, principalement au niveau des bases de données. Mais j'ai rapidement pris la direction des bases de données de Microsoft, les SQL 7, SQL 2000, etc. Parce que c'était le volet qui m'intéressait. Mais il y avait deux facteurs. Un, les bases de données m'ont intéressé à ce moment-là. Et puis c'est surtout avec une petite entreprise de 35 personnes, on avait un contrôleur. Et puis à toutes les fois que j'avais besoin d'un rapport, ben c'est parce faut quand même passer aux banques. Moi je disais toujours, j'avais une hypothèque qui passait à toutes les semaines au niveau des payes, etc. Fait qu'il y a une gestion de cash flow, il y a une gestion. 35 employés, les gens qui ont 35 employés, c'est je sais que la récession, quand ça frappe, que tu perds la moitié des employés, ils sont plus, mettons, en mandat. C'est une bonne hypothèque à la fin du mois, hein. Ça fait que ça crée du stress. À toutes les payes, ça passait. Mais c'était surtout de voir que quand on avait besoin des rapports, des outils de gestion, etc., je réalisais déjà à ce moment-là qu'il y avait toutes nos informations étaient dans différents systèmes, principalement comme tous les entrepreneurs ici, dans des Excel, dans des bases de données Access, j'imagine. Les bases de données Access, puis même là, je dirais, écoute, on retourne plusieurs années, c'était pas structuré, puis quand t'es gestionnaire, les décisions que t'as à prendre, tu prends les décisions sur l'information, puis là t'as un contrôleur que tu demandes l'information, puis là il va passer une semaine après à compiler cette information-là, mettre du monde dessus, il te redonne l'information. Puis là, oups, à partir de là, t'as besoin d'autres informations. Je voyais que les bases de données qui était l'endroit où stocker l'information, et les dashboards, d'avoir les indicateurs de performance. Déjà, c'était des intérêts là que j'avais. Je sais pas si vous reculez, il y a plusieurs années, Microsoft avait sorti un outil qui s'appelait Microsoft Dashboard. Ça a été éliminé par la suite. C'est mort. C'est avant. Ça sera pas le premier produit que Microsoft a fait et pour différentes raisons l'ont éliminé parce que. Puis ça a été avant SharePoint, la première version. C'était dans Outlook. Puis c'était le principe des web parts comme on trouve aujourd'hui. Donc c'était vraiment il y a plusieurs années. Mais moi j'avais trouvé que c'était intéressant de pouvoir avoir le concept d'avoir son dashboard. Je disais toujours, on part de Montréal, on s'en va à Québec, on est dans un auto, puis OK, je roule à telle vitesse, je suis capable de voir mon cadran à quelle vitesse, je suis capable d'avoir mon gauge d'essence, je roule à 120, j'ai 250 km à faire, donc je suis capable de faire le calcul, je vais-tu me rendre en combien de temps? C'est les informations essentielles pour
ce que tu fais comme opération, c'est-à-dire conduire une voiture d'un endroit à l'autre. Et puis, t'as pas besoin d'avoir toute l'information, t'as les outils les plus importants pour prendre les bonnes décisions. J'ai-tu besoin d'accélérer, j'ai-tu besoin d'arrêter, j'ai-tu le temps de gazer, j'ai-tu tout ça. Donc là, par ton travail d'entrepreneur, puis d'avoir ta propre boîte, tu voyais, puis la compréhension de la technologie, tu voyais le gain, donc tu t'es intéressé à ça, tu t'es formé là-dessus, tu étais allé suivre des formations, je crois, chez Oracle, après ça, tu as fait le saut vers Microsoft SQL. Ça nous ramène fin des années 90, début des années 2000, parce que je sais qu'écoute, t'es certifié sur .NET. Donc, il y a un jour dans ta vie, tu as découvert aussi la programmation. Exactement. Faut savoir que tout ce volet-là, autant dans l'entreprise que par la suite, il y a toujours un volet de programmation qui est présent, qui est omniprésent pour faire parler, transférer les informations entre les systèmes, etc. Fait que déjà, j'ai commencé à m'intéresser. C'est quand je suis sorti, quand j'ai vendu mes parts, puis là, j'ai fait la consultation avec vraiment au niveau du SQL. C'était dans le SQL 2000. Les gens avaient des besoins. Le vent changeait. Les gens prenaient conscience de stocker leurs informations. Puis il n'y avait pas nécessairement les informations. C'est effectivement, là, je me suis d'abord formé et certifié au niveau du volet des bases de données. Puis par la suite, effectivement, j'ai été faire le chercher. La certification, c'est des certifications. MCDBA. Après ça, j'ai continué en 2005, puis j'ai été chercher MCSD, là, comme je pense que vous êtes certifié en .NET, là, effectivement, pour garder le domaine. Une fois que après 2 ans, où est-ce que là, j'avais passé d'une boîte où j'avais plusieurs employés à une compagnie où est-ce que j'en voulais plus d'employés. Je travaillais à mon compte, comme vous faites, je pense. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Puis je me suis retrouvé à avoir un de mes clients qui avait besoin de gens qui maîtrisaient. Ça, c'était une boîte qui vend un produit qui s'appelle Dynamics Great Plains. Dynamics Great Plains, c'est un ERP qui est vendu dans la suite de Microsoft. Et c'était le volet... ERP, pour nos auditeurs, c'est Enterprise... Resource Planning. Fait que dans le fond, c'est un système qui touche autant le côté financier, la comptabilité, que le volet de la gestion des, on appelle ça POP, SOP, Sales Order Processing, Purchase Order Processing, la gestion des... Puis un des produits forts de cette gamme-là, qui est pour les grosses organisations, c'est la fameuse suite de produits de la firme SAP. SAP, c'est comme un autre système qui est compétiteur dans le fond, à la suite de Microsoft, effectivement. Je suis rentré dans le volet pour deux choses chez mon client. C'était principalement pour tout le volet d'optimisation des bases de données, le volet de la base de données. Il y avait un autre volet, c'était dans ces logiciels-là de Microsoft, ils ont fait vraiment un bel outil à ce moment-là qui s'appelait Business Portal. Le Business Portal, c'était sur la SharePoint de la version 2. Et puis, permettre d'intégrer sur le web, Parce qu'avec SharePoint, toi, tu as vraiment souffert avec SharePoint. Tu l'as connu à la dure, là, quand on a les premières versions. Hein? J'ai pas touché à la version 1 de SharePoint, la toute première version. J'ai connu avant, comme je disais, le Microsoft Dashboard, qui était des plugins, dans le fond, dans Outlook. Pas la version 1, mais la version 2, oui, le volet, aller dans tous les volets, autant l'administration, l'installer, le coordonner, et puis développer à l'intérieur. Puis il avait fait une belle solution, là, quand on parle de Microsoft, avait fait une solution qui était sur laquelle il s'était penché, puis il l'avait bien développé, fait que ça servait aussi beaucoup de références. Puis il y avait un autre volet, là j'étais vraiment dans mon élément. Là. Quand on parlait des bases de données, on parlait de SharePoint, puis il y avait un volet de le BI. Intelligence d'affaires. Intelligence d'affaires, effectivement. Dans le fond, ce qui amène aujourd'hui aussi avec Performance Point. Il y avait des cubes de développer et puis il y avait des besoins aussi. Il y avait entre autres un des clients qui avait une quarantaine de points de vente qui se retrouvaient dans le fond à distance, là, des endroits, un PO, Point of sale. Point of sale, exactement. Donc, le scénario, c'est ce client-là a 40 magasins. Exact. À toutes les nuits, il allait chercher les données des ventes. Exact. Puis là, il créait des tables de faits sur ses ventes, j'imagine, parce que c'est souvent le cas typique. Puis là, la table de faits, ça créait une base de données multidimensionnelle, un cube, comme tu dis. Exact. Puis à partir du cube, ben, souvent, on veut être capable de montrer des informations. Puis là, on tombe vraiment dans ta passion. Ben, c'est un peu ça, comme on dit. Effectivement, le système amenait l'information, mais toujours à travers dans le système de Dynamics à ce moment-là. Puis
de monter à partir de l'ETL, puis ça, c'était vraiment avec 2005 aussi qu'on avait fait le SSIS à ce moment-là, d'amener les informations, de les monter et puis pouvoir en venir avec des mesures. Donc, tu viens de dire acronyme SSIS, donc on parle de Integration Services de SQL. Oui. Qui est l'outillage que Microsoft offre avec SQL pour faire de l'extraction, du transfert, du chargement de données d'un point A vers un point B. Exact. Dans ton cas, à toi, ça peut être prendre des fichiers, les charger vers les bases de données du produit CRM c'est-tu le produit Microsoft? Non, nous, ça partait de Dynamics. De Dynamics. Exactement. Dynamics Great Plains. Parce qu'il y avait l'information du point of sale poussait l'information dans Dynamics. Et puis, à partir de là, on pompait l'information de Dynamics pour pouvoir amener ça effectivement dans une base de données, on va appeler ça un entrepôt, une boutique de données. Là, un comptoir. Un comptoir, les termes, on veut pas être puriste non plus. En anglais, Datamart, pour ceux qui savent. Datamart. Puis là, il y a des gens qui vont nous dire, ça c'est pas un Datamart, ça c'est un Datamart. C'est pas ça qui était important. Il y avait un endroit où est-ce qu'il y avait une base de données qu'on pourrait dire multidimensionnelle. Et puis c'était organisé et fait en sorte que on était capable de pouvoir analyser l'information. Puis j'imagine Microsoft, dans leur vision, ça se dit, s'il y a des outils pour être capable de programmer, ça va être basé sur la technologie .NET, d'où le fait que tu es maintenant certifié comme développeur .NET. Exactement. J'ai toujours gardé l'intérêt et j'ai toujours été relié de près et de loin avec... on voit les bases de données. Moi, il y avait, comme on disait, les bases de données, le volet du développement, le volet des indicateurs de performance, tout ça est relié parce que puis le développement ASP.NET, parce que je dois avouer que le volet Forms m'intéressait moins. Moi, ça a toujours été parce que si on regarde même le cheminement, je regarde où est-ce que j'étais rendu à ce moment-là, puis ça a continué de cheminer. Le maillon faible de tout cet bel outil-là qu'on avait d'être capable de prendre l'information, l'extraire, l'amener, etc. Même si on voulait l'afficher, que ça soit dans un site web ou soit dans SharePoint, ce que je privilégiais à ce moment-là, c'était quand même le volet de la présentation. Le volet du BI, de la présentation. Il fallait faire ça dans il y avait des ActiveX qu'on mettait dans les sites web, etc. Probablement vous en rappelez, où on était capable de faire des pivot tables, et où on le faisait avec les Excel 2003, dans lequel on avait un add-in pour Analysis Services qui là nous donnait un peu plus de flexibilité. Encore une fois, la problématique, c'était les sources. Comment est-ce qu'on se connecte à la source? Si on le publie sur un site SharePoint, mais la source est souvent un ODBC qui est propre sur un ordinateur. Fait que l'autre le descendait, il n'y avait pas la source sur son ordinateur. Fait que le maillon faible de tout le volet BI que je trouvais, c'était le volet de la présentation. SharePoint est un outil de collaboration, est un outil de publication, est un outil de form, un outil de workflow, mais c'était aussi la meilleure place pour amener le volet du BI. Puis c'est ça qu'ils ont répondu, je pense, avec soit les outils d'Excel Services et avec la suite de Performance Point, qui était auparavant un outil en soi. C'est pour ça que quand tu as dit effectivement, je pensais que c'était discontinué. Il y avait un outil en soi qui s'appelait Performance Point. Okay, qui est sorti il y a quelques années. OK, écoute, c'est honnêtement 2 ans à peu près. Ben effectivement, c'est dans sa 2e année si je me trompe pas, il y a les versions puis même j'ai de la misère à me rappeler les versions, c'est pas la chose que j'ai retenue. Donc c'est un produit là, autonome, c'est-à-dire que lui roulait est-ce qu'il avait besoin d'un serveur pour rouler ou avant même de regarder mettons l'infra sur laquelle ça fonctionne, c'était important de comprendre aussi qu'est-ce qui était Performance Point? Parce que Performance Point, c'était un amalgame de 3 outils qu'ils ont mis ensemble. Je vais t'arrêter, François. Nous, on prend de la pause. On revient pour justement que tu nous expliques c'est quoi Performance Point. Super. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies .NET et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontreal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.NET. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. François, avant qu'on se quitte pour la pause, tu nous disais qu'il y avait 3 blocs qui composaient le produit Performance Point Server, le produit original, qui était annoncé il y a peut-être 2-3 ans. Donc,
Rappelle-nous ce contexte-là, puis ça va nous permettre probablement de situer le produit par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Effectivement, quand on regarde à ça, il y a Microsoft, comment est-ce qu'ils l'ont packagé, puis d'ailleurs, même comment est-ce qu'ils le présentent aujourd'hui. Ils le présentent en fonction de 3 axes qui sont planifiés, analysés et contrôlés. Donc, plan, monitor and analyze, c'est les 3 volets sur lesquels. Puis, ils ont pris 3 outils, puis ils les ont mis ensemble, mais malgré qu'ils sont ensemble, ils sont quand même séparés. C'est pour ça qu'on va arriver au niveau de l'infrastructure. Ils sont vraiment séparés, les 3. Si on regarde le volet de planification, ça, c'est un outil qui était, dans le fond, principalement pour faire les budgets, si on regarde la direction originale. C'était dans Excel. Avec Excel, on avait des outils même pour pouvoir planifier l'Excel. Il y avait un add-in qui se mettait à l'intérieur. Et puis, on déterminait quels étaient ce qu'on voulait dire, les axes qu'on voulait mesurer. Dans le fond, l'objectif, et puis, ce que ça faisait, c'est que ça poussait en write-back dans les cubes l'information et on était capable de les regarder dessus. Fait que si on regarde le besoin à quel ça voulait répondre, c'est que aujourd'hui, dans les organisations, quand on arrive le temps des budgets, comment ça fonctionne? C'est qu'on prépare un Excel, tout le monde envoie une version d'Excel à tout le monde remplisse leur partie, change des bouts, etc., renvoie l'Excel à une personne qui recompile toutes les informations. C'était pas nécessairement la meilleure manière. C'est une opération manuelle, là, finalement. Une opération manuelle, et puis le data se retrouve toujours dans les Excel. Si je ressors, je t'en envoie une première version, vous avez commencé, puis je vais en envoyer une autre version, ben là, c'est quelle la version qui est bonne? Ce qu'il faisait, c'est que effectivement, on créait dans le fond un cube en arrière. Ce que ça faisait physiquement là, pour les développeurs, c'est qu'il y avait un cube en arrière qui était envoyé, et on envoyait les Excel aux gens. Et les gens, dans le fond, écrivaient directement dans le cube et puis on était capable à ce moment-là d'avoir toute l'information qui se compilait à cet endroit-là. Donc, juste le premier volet, le produit performance, il servait, en tout cas, ça voulait répondre aux besoins qu'ont les organisations de faire des budgets, qui revient au moins une fois par année. Puis Microsoft voyait ça comme étant, bon, il y a une souffrance, il y a un besoin, on va packager cette fonctionnalité-là dans Performance Point. Ça, c'était le premier volet qui appelait pour la planification. Ça, c'est le volet aussi qui a été, je pourrais dire, abandonné dans la différence entre le produit Performance Point et le volet Performance Point Services. Ce volet-là n'est pas dans Performance Point Services. D'ailleurs, si on se regarde ça, c'est pas très web, là. C'est des fichiers Excel qu'on envoie avec des connexions. On sera pas surpris peut-être d'apprendre à un moment donné qu'il va y avoir un projet, genre, un produit, genre, budget, quelque chose qui va apparaître sur le marché par Microsoft. Ça sera juste la réincarnation de cette composante-là qui va être packagée et probablement marketée ou présentée différemment. Exactement. On verra comment elle va recevoir. On verra pas. On voit pas il y a pas d'annonce par rapport à la suite. Pour l'instant, c'est mort, ce volet-là. Les 2 autres blocs. Monitor. Si on arrive au niveau du volet de contrôler, il y avait un produit qui existait déjà auparavant qui s'appelait Dashboard Scorecard, Microsoft Scorecard. Ah, ça me dit de quoi, ça? Ouais, effectivement, Business Scorecard, ce qui était la version 2005, autrement dit, qui existait avant. Puis qu'est-ce que c'était l'objectif de faire ça? L'objectif, c'était de pouvoir se brancher sur différentes sources, que ce soit un cube de Microsoft ou un autre des bases de données relationnelles ou même des fichiers flat file à un certain niveau. Principalement, mais on dirait que c'était beaucoup orienté sur tout ce qui est volet OLAP, là, tout ce qui est volet Online Analysis Processing, là, dans le fond, tout ce qui est cube. Et puis, ce que ça faisait, c'est que ça l'amenait les informations dans des dashboards. Des dashboards avec des indicateurs, des contrôles pour les montrer. Ça, c'est le volet qu'ils ont conservé. Ils l'ont conservé et puis ça correspond au volet du monitor. Puis ils l'ont même bonifié à quelque part en achetant des contrôles de la compagnie Clarity. Est-ce que je me trompe? C'est le 3e volet. C'est le 3e volet. Mais je dirais que oui, non seulement, quelqu'un qui a travaillé sur Scorecard, Business Scorecard, regarderait et puis c'est une version, dans le fond, il se retrouverait pas tout à fait la même chose parce que c'est beaucoup bonifié. On est capable de faire des dashboards, là, des tableaux de bord vraiment beaucoup plus facilement, etc. Et on met des scorecards dessus. Fait qu'il est beaucoup bonifié par rapport à ce volet-là. Et puis le volet, quand on parle de l'analyse, analyser le 3e axe de Microsoft Performance Point, c'est le volet quand ils ont fait effectivement d'être capable de faire du drill down, d'être capable de pouvoir quand on est dans un graphique, une image, etc., d'être capable de driller dans notre source et
Parce que c'est ça, tu as dit qu'une des faiblesses qu'il y avait il y a très longtemps, mais qui est encore une faiblesse dans l'industrie, c'est qu'on a beau mettre les données dans des cubes, puis à ce moment-là, on a une capacité d'explorer ces cubes-là, mais le seul outil que Microsoft nous donnait, c'était les fameux tableaux croisés. Oui. Où est-ce que, essentiellement, tu pouvais draguer, dropper des différentes dimensions, regarder différents faits. Ça, mais c'est dans Excel, ça? Il y avait deux volets. Il y avait le volet dans Excel, qui est populaire, là. Puis Excel l'a beaucoup amélioré. Je veux dire, ça reste, puis mais la plupart des gens ne sait pas nécessairement comment s'en servir, etc. Mais il y avait aussi, quand ça, c'était dans un fichier Excel. Puis quand il y avait le volet d'un ActiveX, vraiment, qu'on était capable de monter dans un site web. Vous savez, un ActiveX, c'est pas tout le temps facile, j'appelle ça le terme en anglais, compliant, là, sur les furteurs. Ils sont pas toujours actifs, on se retrouve pas à avoir l'information, puis etc. C'était une problématique. Fait que le volet de la présentation, c'était effectivement le volet. Mais là, en achetant les produits de la firme Clarity, oui. Pro Clarity, eux avaient développé une gamme de contrôles beaucoup plus visuels pour être capable justement d'explorer toutes tes dimensions. Puis ça, c'est assez impressionnant parce que là, tu peux partir justement d'un graphe, puis là, tu cliques, puis là, ça te dit, veux-tu explorer ces dimensions-là? Puis là, donc, t'as d'autres façons de visualiser tes données, puis c'est là où est-ce qu'il y a la plus-value beaucoup. Dans le volet de l'analyse, effectivement, que dans l'axe de l'analyse, qui disent, oui, on est dans le monitor, on est capable avec les outils aussi de l'ancien outil de scorecard, mais aujourd'hui, là, qui est le dashboard designer, etc. On est capable de pouvoir analyser, mais il y a aussi le volet de, ils ont acheté, première des choses, on sait qu'ils ont acheté l'outil, la firme de ProClarity, et puis ils ont mis tout ce qui était le volet de ProClarity Server, etc., ProClarity Analytics, qui sont une série de contrôles qui, eux autres, en plus, permettent de pouvoir effectivement Parce que si Microsoft voulait être sérieux pour dire j'ai un produit qui te permet justement d'analyser, il fallait qu'il y ait quelque chose de comparable à la compétition. Puis la compétition avait aussi certains de ces mêmes paradigmes de navigation là. Puis là pour Microsoft c'était plus rapide d'acheter un des joueurs du marché que de redévelopper à partir de zéro. Et c'était un leader, faut pas se le cacher. C'était un leader ProClarity. Il était le leader dans. Première des choses, quand on regardait, il y avait des outils, le Performance Map, le Decomposition Tree. Ils ont des manières de présenter l'outil. Puis ce qui était un des gros avantages de ProClarity, c'est qu'on était capable d'analyser, aussi rapidement et facilement les données sur un autre axe. Je vais vous dire qu'est-ce que j'entends par là. La plupart du temps, quand on analyse, mettons des chiffres, on va les regarder, on va analyser des faits par rapport à des dimensions. C'est-à-dire, on va analyser les ventes par rapport à des territoires ou par rapport à des vendeurs. Donc, c'est un fait avec plusieurs. Par rapport au temps. Fait qu'on voit une mesure qui est analysée en fonction de plusieurs dimensions. Dans le cas de ProClarity, c'est facile d'analyser plusieurs faits par rapport à une dimension. Donc, on retourne ça à l'envers. Je vais vous donner un exemple. Les ventes, on pourrait dire le pourcentage du profit par rapport aux ventes. Fait que c'est deux mesures qu'on mesure un par rapport à l'autre avec un outil, et puis on est capable de driller down rapidement et facilement. Fait que ça, c'était le volet. Quand on pense, on regarde aujourd'hui Gartner, les quadrants de Gartner, ils ont un outil qui nous donne sensiblement la même chose, où est-ce qu'on mesure, dans le fond, on mesure pas des produits, c'est plus le positionnement par rapport à deux axes, et puis c'était un de leurs rapports, autrement dit, qui était à l'intérieur. Fait que c'est pour ça qu'ils étaient, reconnus par rapport à leur avance au niveau de l'analyse. Parce que c'est un peu unique, là. On retrouve pas ça nécessairement dans dans les outils qu'on a, par exemple, dans Excel pour naviguer au Non, niveau dans des Excel, cubes. on va voir souvent, effectivement, la mesure analysée par les deux dimensions. C'est une approche qu'ils avaient positionnée, Aujourd'hui, une niche, je sais pas parce que toutes les entreprises vont chercher à copier, puis je connais pas nécessairement tous les produits. Une longueur d'avance à l'époque, disons. Et puis, ils avaient des outils aussi ils ont des outils, puis comme toute la suite, qui se branchent sur toutes les plateformes, pas rien que sur Analysis Services de Microsoft, mais tous les outils, que ce soit Oracle, etc. Fait que c'était un outil qui était Donc, originalement, ces trois produits-là formaient un serveur.
Donc, c'était un produit comme standalone que tu installais, comme un peu on peut installer un serveur SQL. C'est pour ça qu'on arrive à la question de Guy. Effectivement, c'était pas un serveur, c'était 3 serveurs. C'était 3 produits qu'on installait avec 3 infrastructures, dans le fond, avec... différentes, mais qui cohabitaient sur un même nom. Exactement. On va peut-être oublier un peu le passé, mais se Donc là, concentrer sur les... aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Aujourd'hui, ce qu'ils ont déterminé, ils ont dit on va repackager la suite, on va arrêter de le vendre. Au lieu de le vendre, on va l'introduire et on va prendre les 2 volets, c'est-à-dire le volet du dashboard et le volet de l'analyse avec ProClarity, etc. On va packager ça puis on va l'intégrer dans comme un service dans SharePoint, Performance Point Services, avec la licence Enterprise de SharePoint. Mais là, tu l'achètes-tu? C'est un produit que tu achètes chez Microsoft ou dès que tu achètes une licence SharePoint Enterprise, tu as ça en bonus? Exactement, tu as ça en bonus. Un peu comme aujourd'hui, si tu achètes une licence Enterprise de SharePoint, tu as les Excel Services en bonus. Exactement. Qui sont la capacité de prendre des feuilles Excel et de les publier en format web dans ton portail. Exactement. Là, tu vas pouvoir, avec la version Enterprise, publier donc des capacités d'analyser avec des capacités de drill down directement dans ton portail. Et aussi, c'est là où c'est très innovateur, ou en tout cas moi j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que tu vas pouvoir te designer des pages, des dashboards. Oui. Un peu comme aujourd'hui, on sait dans SharePoint, tu as un outil de designer pour designer ta page. Oui. Mais c'est dans une vision que tu veux faire un site web collaboratif. Mais si tu veux vraiment avoir des pages qui sont des dashboards, il y a un autre outil qui est le Dashboard Designer. C'est comme ça que ça s'appelle? Exactement. Puis là, à ce moment-là, lui, il va t'aider à créer un portail, mais spécialisé pour te mettre des dashboards. Plus facilement que ça encore, je dirais que donc si on se concentre sur les deux qui restent, les deux d'aujourd'hui, effectivement, quand on va faire une installation, ça va être 2 serveurs, 2 services, des services web dans le fond. On va se connecter, tout se passe comme à travers les services web. On va avoir un serveur qui va se communiquer, etc. Que lui va prendre les objets, va les storer, les sauvegarder dans des bases de données. Puis donc, tout va se communiquer avec les services web. Mais si je prends l'outil qui est pour travailler, l'outil, le client, dans le fond, qui est le Dashboard Designer, effectivement, c'est à ce moment-là, en ouvrant, je vais me faire un dashboard. Dans le dashboard, je vais mettre des scorecards et ou des rapports. Les rapports vont être connectés sur une data source. On va être capable de mettre des indicateurs de performance puis des Key Performance Indicators. Donc, puis tout ça, juste pour me rendre un petit peu plus loin, tout ça va être publié dans un site SharePoint existant et ou un site SharePoint dédié pour ça. Fait que si j'ai un site de SharePoint, je suis capable de dire, bon, quand ça arrive le temps, je prépare toute mon information, je prépare mon dashboard et à ce moment-là, je le publie dans mon site SharePoint. Donc, je veux revenir sur qu'est-ce qu'on met avec le Dashboard Designer. Parce que j'ai entendu le mot rapport. Oui. Là, les rapports, je dis, mais regarde, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Là, j'ai déjà les reporting services qui me permettaient de faire des rapports. Je peux utiliser Excel Services qui me permettent de faire aussi l'équivalent des rapports. Oui. C'est-tu cette technologie-là que je vais réutiliser et évidemment, je vais juste pointer et dire, utilise un rapport que j'ai déjà publié ou dans le Dashboard Designer, je peux créer des rapports. Y a-t-il une autre technologie de création de rapports intégrée à ça? Les 2 réponses sont bonnes à ta question parce que dans le volet du dashboard, quand je crée le dashboard, oui, je vais faire des scorecards, des cartes de pointage. On va regarder le terme que tout le monde connaît, des scorecards. Fait qu'effectivement, on va les créer directement. Alors, on est capable de regarder des données. Donc, une carte de pointage, essentiellement, ça ressemble à, c'est 2 axes, puis dans lesquels tu vas avoir des indicateurs avec des couleurs, genre vert, c'est beau, rouge, ça va mal, jaune, c'est pas trop pire. Si on regarde, tu as nommé plusieurs sujets à l'intérieur. La carte de pointage, ça va être les séries des pointages à l'intérieur. Là. Quand on va avoir, quand c'est rouge ou c'est jaune, on prend une valeur 100. Tu sais, j'ai 100 piastres dans les poches. Est-ce que c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Pour moi, c'est beaucoup, mais on sait que, je sais pas, pour Mario, c'est très peu. C'est mon petit change. Fait que c'est son petit change. Fait qu'est-ce qui détermine que c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Ça, c'est là qu'on va mettre ça dépend du contexte. On va mettre un contexte. C'est là qu'on va mettre un Key Performance Indicator. Donc, c'est-à-dire qu'on va dire, pour une valeur, entre des ranges, vont représenter est-ce que c'est beaucoup, c'est peu, c'est moyen, etc. On donc, va être capable ça, de avec faire. le designer, tu es capable de tout définir tes indicateurs de performance. Donc, de dire, pour ce fait-là,
entre cette valeur et cette valeur-là, c'est bien, c'est bon, c'est pas bon, puis même associer à ce moment-là des couleurs ou en tout cas des différents visualisateurs. Exact. Ça, c'est une chose que tu vas pouvoir faire dans le designer. Après ça, tu peux aussi définir dans les blocs que tu veux voir ou les zones que tu veux voir dans ta page. Donc, à un moment donné, je mets un scoreboard là. Puis, tes fameux indicateurs que tu as définis, comment tu les rattaches dans ta fameuse page? Ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, c'est un peu comme un jeu de blocs Lego, là, si je pourrais dire des blocs qu'on va réutiliser. Tu vas faire un dashboard dans lequel le dashboard, on va préparer la page. Et souvent, le dashboard va servir aussi de mettre des filtres. C'est-à-dire, quand je change une valeur, ben, tous mes composants, tous mes blocs vont réagir en tant que tel. On va être capable de mettre des scorecards à l'intérieur. On va donc, à un moment donné, on va travailler qu'on va se faire que des scorecards. Puis une fois qu'on va avoir des scorecards, on va pouvoir les prendre, les draguer, les glisser. Si mais là, reviens-moi, un scorecard, là, oui. Ça a l'air de quoi, là? Pour, tu sais, quelqu'un nous écoute, là, puis visuellement, des fois, c'est plus facile à voir, mais là, on va essayer de rendre ça visuel avec nos mots. Grosso modo, ça va être, souvent, on va rencontrer une série de colonnes, un peu comme Excel, avec des valeurs. Donc, c'est un tableau. Un tableau, effectivement. Souvent, on va avoir les valeurs qu'on va avoir récupérées à partir de la source de données. Souvent aussi, on va se mettre aussi un target ou un objectif. Donc, on va aller pointer sur deux sources, les valeurs actuelles et peut-être les budgets, les chiffres qui étaient budgétés. Admettons, pour rendre ça un petit peu plus concret, les ventes par pays. Les ventes par pays, on pourrait avoir la liste des pays, etc. Et puis on pourrait avoir les ventes toutes indiquées. On pourrait comparer avec le budget qu'on avait fait au début de l'année. Fait que là, on aurait notre petite lumière rouge, jaune, verte qui allumerait sur chacun des, finalement, à côté de chacun des pays. À côté de chacun des pays. Ça, c'est en fonction d'indicateurs que tu aurais prédéfinis en disant entre cette valeur-là et cette valeur-là, c'est rouge, mettons. Oui. L'indicateur en tant que tel, parce que l'indicateur et le KPI, l'indicateur, ça peut être c'est l'icône, c'est l'image. Donc, ça peut être des feux rouges. Des feux rouges, une gauge là, qui bouge. Exactement. Ça, donc, on peut mettre les images qu'on veut. Puis, pour ça, quand on fait un indicateur, Key Performance Indicator, là, on prend l'indicateur et on le met dans un contexte. On dit, oups, quand on mesure entre telle valeur et telle valeur, ça nous donne, c'est rouge, ça c'est... Fait puis après ça, on attache les indicateurs à notre scorecard, là, autrement. Ça, c'est vraiment la partie qui est unique de ce produit-là, parce que c'est là que tu vas attacher ça, parce que à quelque part, tu peux aussi dans ta fameuse page, de dire, je vais aller me chercher un WordPress que j'ai créé avec SharePoint, puis c'est quand même permis de venir le plugger dedans. Effectivement, il existe des Key Performance Indicators qui sont fournis avec SharePoint quand on regarde avec les Excel Services. Sauf que ils sont beaucoup moins riches. Moi, quand j'ai la tendance à dire quand on veut analyser les informations, partir surtout d'un cube, l'exemple que je prends, que j'utilise, c'est souvent de dire, c'est d'utiliser comme Notepad et d'utiliser avec Word 2007. On est capable de présenter dans les deux cas un texte. On est capable de passer l'idée, mais dans un cas, il est tout en monofonte, tout le même caractère, et puis etc. Tandis que l'autre, il est beaucoup plus riche, et beaucoup plus... Quand tu travailles avec ce produit-là, tu vas vouloir utiliser ce que le designer t'a fourni, c'est-à-dire tu vas te mettre un scorecard, parce que ton tableau, il est beaucoup plus riche parce que tu vas pouvoir y attacher des indicateurs qui eux-mêmes vont répondre à tes Key Performance Indicators, tes KPI. Ouais. Ça, c'est une façon de représenter. Exact. Moi, je me souviens, quand tu as fait ta présentation, tu as aussi montré qu'il existait ce qu'on appelait des stratégies. Oui. Donc, c'est essentiellement un diagramme, un dessin que tu te fais en visio, puis là, tu vas être capable, avec le layering de visio, aussi... ça me semblait assez sophistiqué, ça. Ce qu'on fait, effectivement, là, on a passé quand même beaucoup de temps sur les scorecards, les cartes de pointage, mais effectivement, il y a les autres volets. Il y a le volet des rapports, comme on l'a adressé, et puis il y a le volet, effectivement, d'autres. Quand je disais que c'est riche, c'est qu'effectivement, on veut qu'une personne, comme je disais, qui s'en va entre Montréal et Québec, regarde à un seul endroit, et à partir de là, les informations, tout pour pouvoir prendre les décisions rapidement, sans savoir la mécanique qui est en arrière là, de la voiture. Dans le même principe, des possibilités, ils appellent ça un strategy map. Dans le fond, c'est basé sur quand on arrive à strategy map, c'est deux personnes, Kaplan et Norton, qui ont écrit un livre, d'ailleurs je l'ai chez moi, un volume sur laquelle, dans le fond, comment devrait être présentée l'information, qu'est-ce qu'on devrait analyser quand on analyse
là, on parle de concepts souvent que les vice-présidents, eux, vont déjà comprendre parce que c'est ça que dans leur métier, eux, qui s'attendent qui c'est le type d'information qu'ils cherchent. Oui. Donc, par exemple, un strategy map, ces gens-là vont savoir c'est quoi. Puis, en tout cas, s'il faut tes éduques là-dessus, ils sont peut-être pas... ils ont Mais peut-être grosso modo, je dirais que ça vient de là, mais si on parle d'un développeur et à quelqu'un, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? C'est dans le fond, on prend un visio, ben simple. On met dans le visio des formes simples, des carrés, des ronds, etc. On met du texte, on l'enrichit, etc. Et on est capable de linker notre visio avec un scorecard. Et à ce moment-là, lui va réagir. C'est-à-dire que en fonction des valeurs qui vont être, les valeurs vont être rouges, vont être jaunes, vont être bleues, ils vont réagir en fonction des couleurs qu'on va leur avoir données. Okay. Donc, c'est un peu comme si tu ferais un visualisateur spécialisé pour ton domaine d'affaires, qui a du sens dans ton domaine d'affaires, dans lequel puis encore là, qui est attaché à tes données, parce que en arrière de ça, c'est toujours des faits, des dimensions. Exactement. On les connecte, on les branche sur des sources, et puis à partir de là, on est capable d'avoir un graphique qui est, dans le fond, de voir visuellement à travers Visio, d'être capable de juger. En fait, ce sont des façons de présenter de l'information. Parce qu'un des défis dans les entreprises, c'est qu'on récupère des millions d'informations, puis c'est pour les décideurs, les VP ou les gens qui dirigent les entreprises, c'est de retrouver l'information puis la summariser finalement pour pouvoir justement prendre des décisions. Comment ça va au niveau des ventes? Est-ce que ça va bien? Est-ce que je dois couper? Est-ce que je dois embaucher finalement? Exactement. Des choses comme ça, là. Exactement. C'est dans la solution d'intelligence d'affaires, ça touche la couche de présentation. Il faut quand même avoir des formations qui viennent de différentes sources, quand même les prendre, comme on disait, l'ETL, les extraire, les transformer, les recharger. CubeOLAP avec Analysis avoir Services. nos boutiques. Puis ça, c'était quand même très bien couvert. Moi, je calculais avec la solution de Microsoft. C'était la couche de présentation. Et puis là, ils l'ont vraiment adressé, la couche de présentation. Puis, ce que tu disais, effectivement, encore une fois, on parle de est-ce que c'est stratégique ou est-ce que c'est plus opérationnel? C'est le range que souvent quand on regarde l'information, quand elle est stratégique, elle va s'adresser à différentes personnes. Quand elle est plus opérationnelle, elle s'adresse avec différentes personnes. On essaie de regrouper les informations sensibles ensemble. Oui, c'est ça, là. Ça, c'est dans la stratégie. Comment est-ce qu'on va déployer comment est-ce qu'on va... C'est pas le comment, mais c'est le quoi. Qu'est-ce qu'on va présenter à l'intérieur de nos rapports dans le couche de présentation. Puis la stratégie d'intégrer tout ça dans SharePoint, elle est où? Ce qui arrive, c'est que maintenant, on a un site, je dirais un site SharePoint, peu importe, de publication, de collaboration, etc. Si on regarde les entreprises, un peu l'évolution qui vivent là, avec SharePoint, c'est sûr qu'au tout début, les gens vont se retrouver. Pratiquement toutes les entreprises disent, OK, j'ai besoin d'un site SharePoint, c'est pour faire mon intranet, ou mon extranet, là, les sites web. Sauf que souvent, le site web a déjà été répondu un peu apparemment. Gestion documentaire, collaboration. Ça commence moins comme ça. Je dirais même, ça commence souvent par le besoin de dire, j'ai besoin d'un intranet dans lequel c'est très, j'appelle ça statique. Les gens on met des commentaires, c'est qui se convient ou comment, etc., les informations, mais c'est statique, c'est de la publication de l'information. Ouais. Souvent, c'est comme ça que ça commence. C'est d'un premier axe. On dit, pour pouvoir dire, après ça, j'ai stampé, j'ai dit, j'ai fait un intranet. Mais c'est comme, si t'as pas de raison d'y aller, tu y iras pas, là. C'est un peu... J'ai vu tellement ça souvent, des intranets corporatifs où il n'y a pas un employé qui allait voir. Là. Parce qu'il n'y avait rien de dynamique, tout était statique. C'est statique et l'information, le contenu bougeait pas et où il y avait... C'est pour ça, moi, je l'ai toujours dit, ils ont été intelligents de mettre dans les pharmacies, de mettre le bureau de poste dans le fond de la pharmacie. Parce que tu as besoin d'aller au bureau de poste, que tu passes au travers de la pharmacie, c'est le même principe. Si tu n'as pas de raison de naviguer jusque-là, tu y iras pas. Fait que la première volet, c'était comme ça. Ils ont fait l'intranet. Ensuite de ça, on y va sur la collaboration. Puis un peu comme je disais, la stratégie que j'ai vue vraiment bien déployée, c'est à la caisse de dépôt, comme où est-ce qu'on travaille actuellement, où est-ce qu'ils ont scindé en deux le volet de la collaboration
permanente versus la collaboration temporaire. Où est-ce que j'ai un département, etc., où est-ce que même les ressources humaines, où est-ce que les documents se retrouvent, c'est permanent, le site va rester là, versus un projet qui a un début et une fin, et à ce moment-là, on stocke l'information quand c'est fini, on le retire. Il y a des sites où est-ce que les gens participent. Après ça prend d'autres raisons. Les gens veulent continuer à faire évoluer leur site. Donc, on va se retrouver avec des workflows qui vont se retrouver. On va se retrouver des flux de travail. On va se retrouver avec des formulaires. Fait que c'est le cheminement normal. Et puis, la dernière, je dirais, pas la dernière parce qu'il y a d'autres étapes. Juste, ceux qui on traitera pas beaucoup les formulaires, mais nous, on a une émission, là, dans quelques semaines où on va parler de formulaires avec Infopat. OK. Qui est une excellente réponse. Avec quelqu'un que tu connais, c'est Alain qui va... On a été chercher une bonne recherche, une bonne ressource pour en parler. Je vais l'écouter assidûment. Une autre ressource qui est à la caisse qui fait des formulaires Infopat avec nous autres. Là, ça veut dire, là, c'est dangereux, hein. Quand on travaille avec toi, là, c'est-à-dire qu'à un certain moment donné, là, si on a un knowledge sur un produit en particulier, là, ou il y a des chances que je vous achète. Il y a des chances, hein. Hey, c'est vrai que tu viens de faire un podcast. Mais mieux que ça, moi, ce que j'aime bien, c'est quand les gens nous approchent, nous disent, hey, moi, j'ai une passion sur telle chose, je peux-tu faire un podcast? Ça arrive aussi, puis c'est rare qu'on va dire non. On va dire, ah oui, t'es passionné sur cette chose. Puis parce que plus souvent qu'autrement, écoute, c'est pas juste nos goûts personnels, là, c'est aussi les intérêts que nos auditeurs peuvent avoir, puis c'est rare qu'on va refuser. Donc, pour venir après la collaboration... C'est ça, là, on va se retrouver à avoir des raisons, là, que j'appelle des raisons, on va se retrouver à avoir des workflows, on va se retrouver à avoir des formulaires, on va avoir même des applications qui vont être en différentiel, même qu'on va servir de SharePoint comme de la couche de présentation. Mais ça devient, là, à ce moment-là, l'endroit privilégié et aussi pour faire afficher les rapports, faire afficher l'information, faire afficher les tableaux de bord. Fait que la solution du dashboard designer, dans le fond, il publie sur un site. Ce qui est intéressant, c'est qu'on détermine, dans le fond, avec le dashboard designer, qu'est-ce qui va être mon dashboard, qu'est-ce que je vais mettre, des scorecards, des strategy maps, je vais mettre des rapports qui sont développés, sont sur des sources aussi à l'intérieur. Et quand ça va arriver le temps de les publier, je vais les publier sur un site SharePoint. Fait que si j'ai une customisation, j'ai un branding qui est fait dans mon site, ça s'intègre comme le reste, dans le fond, sur une page, sur un site, sur un endroit. Fait que moi, la façon que je vois la plateforme SharePoint évoluer, de plus en plus, Microsoft veut l'utiliser comme une plateforme de présentation. Essentiellement, où tu as des services qui sont toujours les mêmes services qu'on a besoin. Quand on fait de la présentation, à un moment donné, il va peut-être falloir gérer notre sécurité. Exact. Il va peut-être falloir être en mesure de gérer des listes, mais qui sont pas des choses d'informations qu'on veut persister à long terme, ou en tout cas, si on veut les persister, on veut juste les persister du côté présentation, puis c'est toutes les fameuses listes qu'on peut gérer avec SharePoint. Exact. Mais tous ces besoins-là de présentation, les Microsoft, ils ne font que réutiliser toujours leur plateforme. Ouais. Et au lieu de créer des nouvelles plateformes, ils disent, on s'intègre dans SharePoint, on s'intègre dans SharePoint. Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est que ça vient bonifier SharePoint. Oui. Dans le sens où ça différencie SharePoint d'un produit compétiteur, finalement des produits qui peuvent faire à peu près la même chose au niveau intranet, de collaboration. Il y a comme un élément unique qui est inclus dans le prix finalement du produit qui le différencie. Exactement. Moi, je trouve il y a un parallèle. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a une quinzaine d'années, les premières fois que Microsoft ont intégré des produits Excel, Word, PowerPoint. On s'entend tous, le PowerPoint, ça n'a jamais été le produit que les gens décidaient de dire, j'ai décidé d'acheter la suite Office à cause de PowerPoint. Même à l'époque, il y avait quelques produits de présentation, Artwork Graphics, pour pas le nommer, qui étaient vraiment 5 à 10 fois meilleurs que PowerPoint. Mais Microsoft ont pensé au concept de suite. Oui. Et parce qu'on donnait le PowerPoint, ils venaient avec, tout le monde s'est mis à utiliser PowerPoint, mais le vrai déclencheur pour décider j'achète-tu la suite Office, c'était Excel. Ensuite Word. Oui. Mais surtout Excel. Oui. C'est assez intéressant de se rendre compte que le produit SharePoint s'appelle maintenant Office SharePoint parce que moi, je vois le même parallèle qu'ils font, mais du côté serveur. On est en train de créer une suite où des petits blocs qui, à prime abord, ont peut-être moins de valeur, puis que peut-être par rapport à leurs compétiteurs, à d'autres produits compétiteurs sur le marché, seraient de moindre qualité, mais le fait que ça s'intègre avec les autres outils qui sont fournis sur SharePoint, l'intégration augmente une valeur tellement grande que
tu veux toute la gang ensemble parce que c'est là où est-ce que tu as la plus-value. Ouais. Puis Microsoft sont très bons à créer des plateformes où est-ce que chacun des blocs fait en sorte que chacun des blocs modulaires fait en sorte qu'on a plus de valeur au global. Je sais que du côté développement, la plateforme Team Foundation Server, c'est ça aussi. On intègre différents. Tu sais, en soi, chacune des parties de Team Foundation, on peut toujours trouver un produit compétiteur qui est probablement meilleur, mais c'est toute l'intégration qui fait la plus-value. Du côté SharePoint, en tout cas comme plateforme de présentation, c'est là aussi qu'elle se différencie. Et moi, j'ai été surpris, les Performance Points, pour moi, c'est un élément vraiment de différenciation non négligeable parce que c'est quand même, ça fait combien d'années que c'est intégré, là? Ça fait pas très longtemps, là. Intégré ensemble, comme je disais, ça fait peut-être 2 ans, là, que c'est plus le chiffre que j'ai dans la tête actuellement. J'avais pas regardé ce volet-là. Mais Business Scorecard Manager, lui était là aussi. La dernière version, c'était 2005 qui avait sorti. Fait qu'il y avait déjà c'est comme un élément, presque inconnu, je dirais pas presque inconnu, mais qui est, je dirais pas non plus mal publicisé, mais les gens connaissent pas beaucoup cet aspect-là du produit SharePoint. Ce qui arrive, c'est que aujourd'hui, je dirais même, c'est pas nécessairement juste le volet Performance Point. Le marché change, je dirais. Aujourd'hui, un outil d'avoir des dashboards, d'avoir des outils de mesure, etc., c'est rendu à la portée de tous. Si on regarde il y a 15 ans, ce n'était que les Alcan, ce n'était que les Bell, etc. Ça coûtait une fortune. Ça coûtait une fortune. Ce qu'ils ont fait, comme ils ont décidé comme licensing, Microsoft, c'est au lieu, parce qu'il continue à exister les Cognos, les Hyperion de ce monde, où est-ce que les licences sont très, très dispendieuses. Eux autres, ils ont tourné le modèle, ils ont dit on va le rendre accessible pas cher. Là, c'est rendu vraiment pas cher. Dans les milliers de dollars. Je veux dire, là, aujourd'hui, quand on parle des produits comme Cognos et... ça, c'est des centaines de milliers de dollars. Écoute, à la licence, c'est très dispendieux. Mais on s'entend que c'est deux mondes, et j'ai l'impression que je vais utiliser un terme qui peut sembler péjoratif, puis je m'excuserai si ça l'offense déjà, mais ces dinosaures-là, ils vont se faire attraper parce que même si après ma barre, ils peuvent regarder le produit de Microsoft et dire « Ah, mais c'est un jouet, ça, c'est pas sérieux. » Ça me fait penser beaucoup à Oracle qui regardait SQL à l'époque disant « Ah, c'est un jouet, c'est pas sérieux. » Puis t'es arrivé à SQL 2000, t'es arrivé à SQL 2005, puis beaucoup de monde ont dit « C'est pas un jouet. » C'est très sérieux. Exact. Et ces gros joueurs-là vont faire un moment donné qui revoient leur modèle d'affaires parce qu'ils vont perdre la clientèle parce que en tout cas, la caisse, c'est un bel exemple. La caisse va vers ce type de plateforme-là. Surtout si l'entreprise a déjà fait l'acquisition de SharePoint. Exact. C'est déjà installé, puis on leur dit hey, voyez ce qu'on peut faire au niveau des scorecards et puis tout ça, c'est intégré. Il n'y a pas de frais supplémentaires, là. Il y a un frais quand même. C'est faut que tu ailles chercher tes données, il faut que tu les structures dans des cubes. Donc ça, il n'y a pas de frais de licence, mais évidemment, c'est pas donné, là, à installer tout ça, configurer tout ça. On regarde juste, si je regarde de base, on dit une licence de SharePoint, elle est 85$ quand on est standard, je me trompe pas, elle est 180 ou le double quand elle est dans l'enterprise. La licence d'accès. Le CAL, c'est ça, la licence d'accès. Mais c'est pas là qui est le coût. Non. On fait un projet de SharePoint, c'est de l'intégrer, il y a une analyse, il y a des coûts d'installer dans la même démarche. Souvent, puis je sais parce que, comme je disais, il y a plusieurs années, j'ai toujours dit que même si un logiciel, nous, on le vendait, la licence de paramétrique dans le temps, là, quand j'ai commencé, ça se vendait 33 000$ la licence. Puis je disais que ça roulait sur un silicone graphique à 15 000$ chacun. Puis les entreprises, mais je le disais de toute façon, peu importe comment est-ce que vous le regardez, le coût du software est toujours le plus petit des coûts. C'est pas ça qui va coûter le plus cher. Il vendait à 30 000$ parce que le projet dans son entier était probablement de 1 million ou $1 million parce que... Le retour sur l'investissement était de beaucoup. Ça se calcule très bien dans le domaine manufacturier, mais le fait n'a pas changé que c'est rarement le coût du logiciel dans les coûts totaux qui est la plus grosse partie. C'est la main-d'œuvre, c'est l'investissement, etc. Donc, encore aujourd'hui, donc, c'est pas cher. Mais effectivement, aujourd'hui, les gens voient le retour sur leur investissement de dire, OK, j'ai des décisions à prendre. Aujourd'hui, l'information, c'est rare que quand on arrive du côté stratégique, au niveau management, de dire, moi, les décisions que je prends, même si j'ai investi, je sais pas, un 30, un 40 000$, je donne un exemple à peu près, pour avoir un indicateur de performance, il va m'en faire sauver bien plus à ce niveau-là. Et dans une économie qui est chancelante, qui a des hauts, des bas, c'est important d'avoir ces indicateurs-là fréquemment. Puis c'est démocratisé. Aujourd'hui,
que ça soit une grosse entreprise et une petite entreprise, aujourd'hui, c'est à portée de, sensiblement de tous, et puis les organisations. Donc, c'est rare aujourd'hui qu'on va voir les organisations qui n'ont pas déjà un cube ou qui n'ont pas déjà des cubes et qui n'ont pas déjà un besoin de présentation. Fait que ça s'intègre. Le volet de l'intelligence d'affaires, en général, sans regarder, est dans sa montée, dans une... Ouais. Mais moi, je suis un peu divergent de toi aussi. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup des grosses organisations ont des cubes, oui. Mais il y a encore beaucoup trop d'organisations où est-ce que leurs données sont encore juste dans des modèles relationnels, puis qu'on tire pas parti des modèles multidimensionnels, parce que c'est encore trop méconnu. On a trop encore, puis je vais encore utiliser un terme péjoratif, mais on a trop encore dans le champ des dinosaures qui ne pensent qu'en termes relationnels, troisième forme normale. Puis quand on leur dit non, nous autres, on crée une étoile, on dénormalise, là, ils sont quasiment comme des hérétiques, ils nous regardent en disant « qu'est-ce que tu penses? » Tout ce qu'ils veulent faire, eux autres, c'est normaliser, puis on dit « Non, on n'a pas besoin de ça. On veut, nous autres, ce n'est que des données en lecture seule. On les mettra pas à jour. » Tu fais un entrepôt, là, là-dessus, là. Si on regarde un peu plus, moi je regarde il y a 15 ans, SQL Server et ou Oracle, on avait beaucoup de bases, je disais, on faisait des applications web avec ou des petites applications de bases de données où est-ce qu'on se servait d'Access et où servait d'Access comme front, etc. avec une base de données. Puis ça, c'était ceux qui étaient évolués. Aujourd'hui, qui sait qu'il n'y a pas du SQL Server? Mm-hmm. Au moins, on a fait en 15 ans un pas énorme juste au niveau des bases de données. Ouais. Puis le volet de l'analyse d'affaires. On risque de faire la même chose. Et puis définitivement. C'est à la portée. Ça va être encore plus simple avec le fait que Microsoft, avec les plateformes comme le Cloud Services, vont nous offrir des bases de données sur le cloud. Donc, à un moment donné, ça va être quasiment comme, c'est un service, tu vas te brancher dessus, tu vas payer au mois, puis tu vas structurer tes schémas de données, puis that's it, t'es ça. Moi, François, ce que j'aimerais traiter avec toi dans les quelques minutes qui nous restent, je suis un développeur. Oui. Je maîtrise bien le web. Je sais faire du ASP.NET. Quand moi, j'ai vu les présentations que tu faisais du produit, essentiellement, c'est intéressant si tu es un développeur, tu comprends tes modèles de données, ces choses-là, mais à la base, ça ne s'adresse pas, ce produit-là, forcément à des développeurs, parce que le fameux dashboard des designers, c'est un designer, c'est visuel, c'est des clics, des point and click, et dans quelle mesure, pour un développeur, ça peut être intéressant? Bon, c'est sûr que au lieu de redévelopper de zéro, tu t'assois sur une plateforme déjà existante. Exact. C'est sûr que le développeur, je dirais que ça s'adresse pas à tous les développeurs, parce que celui qui aime faire du code, il n'y a pas de code là à l'intérieur. On se le cachera pas. C'est ou s'il y a du code, ça va être du code SSIS pour charger des données dans les cubes. Mais pour la partie présentation, il n'y a pas de code. Tout se fait avec tu configures, ça se stocke dans des tables dans ton SharePoint. Si on regarde un projet de BI en tant que tel, faut pas se le cacher, entre 60 et 80% du projet est souvent lié de près et de loin avec le volet de ETL, avec SSIS ou peu importe. Dans le fond, d'extraire les données, les transformer, les repousser, les ramener à cet endroit-là. Ça, c'est la grosse partie parce qu'il faut analyser quelles sont les sources, quelles sont les destinations, quelles sont les transformations. Et même encore là, SSIS a enlevé une partie du code, mais il est beaucoup plus facile à travailler. C'est un charme à travailler avec. Ensuite de ça, il y a une autre partie qui est peut-être un 20% qui est dans le fond la modélisation des bases de données, les cubes, les ramener. Là, dans la couche de présentation, je dirais que c'est peut-être encore un 20 à 25%. Si on additionne tous les chiffres que j'ai dit, ça fera pas 100%. On est rendu à 120. J'espère que ouais, mais c'est avec des marges. Mais tu sais que ça ressemble à pas mal des fois comment on gère nos projets. On aurait toujours besoin de 120% de budget. Mais est-ce que ça veut dire que le produit serait, au niveau de la présentation, serait peut-être utilisable par une analyse d'affaires ou une analyse de données? C'est souvent des gens qui vont faire du reporting. Si on arrive là, ça avise les gens qui vont faire du reporting ou des gens qui ont qui ont un intérêt parce que pour utiliser l'outil, c'est rapide. Je dirais 2-3 jours. Mais il faut que la personne comprenne ses modèles de données. Il faut qu'elle comprenne sa logique d'affaires. Il faut qu'elle comprenne le domaine d'affaires. C'est parfait, François. Ce que tu viens de dire, ça vient vraiment de positionner la personne type parce que des développeurs
qui aiment faire des rapports parce qu'il y a des challenges importants à faire des rapports parce qu'il faut comprendre les données, il faut comprendre les problématiques, puis comment summariser toute cette information-là. Exact. Un peu, c'est ce que le produit fait, là. Les développeurs qui aiment faire des données, là, puis souvent, c'est ce profil de développeurs-là, c'est souvent les autres qui vont aimer ça, charger leurs données dans un Excel, puis faire du drill down dans l'Excel, essayer de comprendre. Regardons ça, je m'attendais à ce que ça soit juste des 0 et des 1 dans ce colonne-là, puis j'ai des NA. Ah, les données sont polluées. Il y a c'est ce genre de développeurs-là qui ont cet intérêt-là, puis il y en a beaucoup, là, à la base, de développeurs qui étaient très ciblés à faire des applications plus base données. Ça serait probablement une migration naturelle vers eux, d'aller vers ça, parce que c'est la nouvelle génération de ce type d'application-là. Au lieu de faire juste des écrans de saisie, d'entrée, puis de mise à jour des données, maintenant, on donne la capacité de faire du reporting sophistiqué avec du drill down. Donc c'est la migration vers l'an 2000 de l'application de BD classique. C'est un genre est-ce qu'on peut dire ça? Des rapports sur des stéroïdes ou définitivement. Ouais. Les gens qui ont fait le cube aussi, qui arrivent avec un bagage comme ça, puis qu'on est capable là, de voir d'analyser les données, effectivement, là, ça, c'est le volet qui est intéressant. Le volet de la présentation. Moi, comme architecte, par contre, ce qui m'intéressait, vu que quand tu comprends la plateforme en arrière, tu sais que, bon, ton SharePoint, ce n'est qu'un site AIS. Oui. Puis à un moment donné, je me disais même, serais-tu capable de recréer mon propre performance point en disant, je vais aller chercher les contrôles qui sont fournis par ProClarity. Je vais les instancier dans une page, AIS, puis à la base, je pourrais y arriver. Il y aurait beaucoup d'efforts parce que ce que Microsoft ont fait en faisant tout ça, c'est qu'ils ont tout pré-mâché. intégré. Mais ultimement, on pourrait faire la même chose à bras, puis arriver à dire, hey, regarde, je me suis créé un super site où est-ce que je suis capable de faire du drill down parce que j'utilise ces super contrôles-là. C'est juste qu'aujourd'hui, tu fais pas ça de zéro. Prendre de la plateforme avec le dashboard designer, c'est beaucoup plus simple. Le dashboard designer, lui, ce qui va nous permettre, c'est d'avoir... Encore une fois, l'information n'est pas stockée ni dans SharePoint. Elle est stockée dans la base de données de Performance Point, au niveau monitor, etc., là, le niveau de designer, du dashboard designer, etc. Et puis, l'information, on est capable de les accéder quand même, parce que tout passe par web service. Puis, ce que j'ai pas parlé beaucoup, mais il faut savoir, c'est que ProClarity, comme je disais, que lui aussi est un service, un serveur qu'on installe, qui lui aussi fonctionne par web. Puis quand c'est un rapport de ProClarity, je vais le chercher. Lui aussi, il aura sa propre BD, j'imagine. Il y a ses BD et on l'accède par web. Puis dans le fond, ce que tu dis, oui, dans une large mesure, même quand on a Performance Point installé, on peut faire une web part puis aller se connecter sur l'information. Et appeler des web services. Effectivement. Est-ce que c'est publié, ça, ces interfaces-là de web service, ou est-ce que c'est-tu considéré comme une interface publique par ces produits-là, ou c'est considéré comme une interface plus privée, du genre, passez pas par ce chemin-là, prenez nos front-end? C'est moins documenté, effectivement. C'est plus quand on va y aller soit en disant c'est le nom du serveur et à ce moment-là, on va travailler avec et puis l'information va nous apparaître. Comme le dashboard designer, là, effectivement. Là. Lui, tu pointes ton serveur, il va te ramener mais pour un développeur qui veut, par exemple, faire un autre besoin, mais il pourrait décider de s'appuyer là-dessus puis se dire, ben, regarde, je vais retrouver la documentation des web services, puis je vais appeler ça. Donc, par exemple, je te mets un développeur qui dit, moi, j'aimerais ça être capable de faire une solution qui est pas à ce moment-là, par exemple, de visualiser les données, mais je sais pas moi. Tu sors du modèle de SharePoint, au niveau de licensing, il faudrait voir si c'est possible. Honnêtement, le besoin, les outils, quand on marche avec le dashboard designer, un exemple, c'est un des outils qui est descendu de Click One, celui-là, tu vas être capable de visualiser. Il va te ramener toutes les informations. Parce que le dashboard designer, c'est un produit, c'est un client lourd en Click One que tu déploies sur ton poste. Exactement. À ce niveau-là. Pour te donner l'expérience utilisateur plus sophistiquée, un peu comme on sait que des fois, on peut pas tout faire en web. Exactement. C'est ce que je pourrais dire rapidement, là, effectivement, c'est comme ça. Même chose qui existe, que je pourrais dire au niveau de ProClarity, où est-ce qu'on peut préparer nos rapports, sauf que là, il y a vraiment différents modèles. Il y a un modèle client lourd qu'on peut installer, juste connecter sur notre base, notre cube, etc., pour aller driller, de naviguer. On peut avoir aussi nos outils qui vont descendre web, effectivement. Il y a un ProClarity Server, Analytics Server. Parce que quand tu regardes ça, c'est là parce qu'il coûte plus cher la licence Enterprise de SharePoint, mais Excel Services, on en a peu parlé, mais ça, c'est vraiment une belle addition, et Performance Point viennent justifier le coût d'acheter la licence Enterprise, parce que
c'est vraiment une plus-value non négligeable. Définitivement, l'Excel Services. Ce qu'on va voir, par contre, les gens vont probablement adopter plus rapidement, même, je dirais, ils vont voir leur retour sur leur investissement avec le Form Services. Ils vont commencer avec l'infopat, les Form Services, d'avoir de nos formulaires qui sont web. On n'a pas besoin d'aller les clients sur tous les postes. Fait que ça, c'est souvent la première chose. Mais après ça, rapidement, ils se trouvent à, effectivement d'avoir leur retour sur investissement avec le Form Services et puis avec Performance Point Services puis Excel Services. J'imagine quand tu déploies une ferme SharePoint, ces services-là sont peut-être pas activés par défaut. Faut que tu les actives explicitement, soit par après en allant dans les modules de configuration ou même à l'installation. Dans l'Infopat et dans l'Excel, c'est vraiment built-in. Dans Performance Point, ce qu'ils ont fait, ils l'ont pas encore packagé à l'intérieur. C'est vraiment un serveur qu'on l'installera même pas sur la ferme la plupart du temps. On va l'installer sur un autre serveur de rapport, etc. On pourrait même le mettre avec un serveur de Reporting Services, si on en venait comme ça. Ou est-ce que c'est là qu'ils vont être nos serveurs, nos services, là, que je dirais, le Service Pro Clarity, le service monnaie parce que tu veux le mettre sur ses propres machines, parce que si maintenant quelqu'un fait un drill down qui demande beaucoup de jus pendant 5-6 secondes, tu veux pas impacter tous les utilisateurs que les autres font, par exemple, utilisent le SharePoint juste pour gérer les fichiers ou là, tu veux pas que pendant 5-6 secondes, tous ces gens-là soient ralentis parce que tu as un drill down qui est très exigeant du côté reporting. Puis l'infra, quand on arrive à analyser les infras, je dirais que ça, c'est comme diagnostiquer une maladie chez quelqu'un, c'est propre à chacun. Il faut regarder les environnements, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est possible, etc. La meilleure infra n'est pas souvent tout le temps mis en place à cause de contraintes, qui soient budgétaires et même la contrainte de sécurité. On va souvent retrouver différents besoins là qui vont gérer. Mais effectivement, on va souvent retrouver ces deux composantes-là, de ProClarity Analysis Server, et puis le volet de ce qu'on appelle le monitoring, là, au niveau du dashboard, va se retrouver à un autre. C'est vu que c'est des services qu'on seront pas sur ta plateforme de front-end. Quand on va les publier sur SharePoint, et à ce moment-là, ça va être dans SharePoint qu'on va les voir, mais il va quand même communiquer, aller chercher et calculer les rapports sur le serveur, sur les serveurs à l'arrière. Tout comme dans Reporting Services, dans le fond. Oui, tout à fait. C'est le même modèle. Oui. C'est un modèle qui devient de plus en plus quasiment classique. On se retrouve à la maison quand on voit ce modèle-là. Écoute, François, je pense que tu as brossé un bon portrait. Peut-être en terminant, est-ce que tu as un site web, un blog, un livre que tu as lu dernièrement, quelque chose que tu aimerais partager avec les auditeurs? Oui, ben effectivement, c'est drôle que tu en parles parce que d'ailleurs aujourd'hui, j'ai partagé avec toi, là, je te disais, il y a un article, je vais m'arranger pour que le lien soit disponible sur on va le mettre sur la page web. Sur la page web, effectivement, que un de mes amis, un collègue de travail qui s'appelle Éric Legault, avec qui je travaille aujourd'hui, il m'a donné le lien, et puis c'est toute la gestion sur les cubes dans les dimensions. Comment est-ce qu'on gère les many-to-many? Il y a différents... c'est un principe. C'est quelque chose qui est arrivé de nouveau en 2005. Quand on a à gérer, on veut être capable de regarder, à traiter l'analyse des cubes. Je l'avais implanté dans une situation où est-ce que on avait à calculer, comme un exemple, des ventes à partir des individus et des groupes. Une personne peut être dans plusieurs groupes et un groupe peut être dans des équipes. À ce moment-là, une équipe peut comprendre plusieurs personnes. Et c'est une petite problématique quand on a à bâtir un cube et à arriver... C'est vrai que c'est la partie qui est complexe en modélisation parce que le one-to-many, c'est-à-dire que j'ai une vente puis ça se passe... on va l'analyser par les pays, les villes, avec les faits. Ça, c'est facile à modéliser. En tout cas, c'est les cas classiques, mais c'est toujours le problème quand on a un many-to-many. Exactement. Puis, donc, cet article-là nous donne une bonne vue d'ensemble comment le faire. Puis j'imagine que c'est attaché avec la plateforme Microsoft. Oui, effectivement. En plus de ça, il y a tous les articles. En plus de l'article, il y a plusieurs points et chaque point est documenté et il y a des exercices. Donc, vraiment intéressant. On va mettre le lien sur le site. On te remercie encore. Oui, merci bien. Ça m'a fait plaisir. C'était encore une fois, on va se coucher moins niaiseux ce soir. Absolument. Merci, messieurs.
Les actualités avec mon bon ami Guy Barrette. Ben, il y a une couple de jours, Microsoft a lancé la bêta 1 de Visual Studio 2010. Oui. Donc, à vos downloads, télécharger, installer dans un VPC, c'est un download donc à partir du site d'MSDN. Je suis pas certain s'il y a un download public par contre, là, mais pour les abonnés de MSDN, vous pouvez télécharger Visual Studio, Team Foundation Server 2010. Donc, toute la C'est bêta 1, on sait qu'un jour, il y aura bêta 2. En tout cas, c'est le chemin, ça commence à se solidifier devant la sortie prochaine de 2010. Ben, milieu mai, bêta 1, on peut peut-être penser à un bêta 2, plus tard. Quelque part à l'automne. Hein. Ouais, puis bon, une sortie, bon. En tout cas, pour au moins le printemps prochain, on espérait. D'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, absolument. Donc, c'était ma grande nouvelle. En fait, ce qui m'a surpris aussi, c'est que il n'y a pas une nouvelle au niveau de développement, d'outils de développement à TechEd. Aucune annonce. Même ça, dirait, il y a un bêta qui s'en vient, ils l'ont même pas synchronisé. Ben ouais, c'était bête parce que TechEd avait lieu la semaine dernière, puis le lundi d'après, ils sortent la version un gros bêta finalement. Mais je sais que pour TechEd, c'est toujours dire nous on vise des technologies actuelles, donc peut-être qu'ils voulaient pas mélanger leur message en disant on veut pas parler de produits futurs. Bon, en tout cas. Mais au moins il y avait pas grand-chose à annoncer sur les technologies actuelles. Il y avait des très bons présenteurs. Ouais. Donc, c'est à peu près tout de mon côté. Du côté de la communauté.net de Montréal. Prochain meeting, mercredi le 27, c'est un at lunch avec Ernst Perpignan qui va nous parler de design agile. Ensuite, début juin, il y a le 1er juin, un certain monsieur Mario Cardinal et un certain Guy Barrette vont parler de Cloud Computing. Le cloud computing, l'informatique dans les nuages. Puis nous, on vous revient dans 2 semaines. On va parler de quoi? Ah oui, la prochaine émission. Écoute, c'est une émission spéciale parce que c'est notre 100e. Ah oui, c'est vrai, c'est notre 100e. Ben oui. Puis, donc, on va faire une rétrospective. Pas d'invité. Pas d'invité parce qu'on va faire une rétrospective sur nos 99 premières émissions. Qu'est-ce qu'on a appris ou qu'est-ce qu'on retire d'important, nous, de C'est quoi nos coups de cœur? Ouais, coups de cœur ou en tout cas, c'est des choses qui nous ont aidés dans notre... ça fait presque 5 ans là, qu'on fait ce podcast-là. Donc, on a quelques petites histoires... Puis, on va essayer de rendre ça un peu festif. À 100 émissions, on m'aurait dit il y a 4 ans que je ferais 100 émissions de ce podcast-là. J'aurais jamais cru. La question, c'est, est-ce qu'on va se rendre jusqu'à 1000? Oh. On va viser le 200. Là, ouais, écoute, au rythme où on va, 200 déjà, on va avoir fait un autre 5 ans. Ouais. Écoute, nous, on souhaite bonne programmation à nos auditeurs. On les revoit dans 2 semaines. À la prochaine. Au revoir. Visual Studio Talk Show.